Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Aboubacar Fofana, économiste, avec Yacoub Koundongoumi, coordinateur du Pacte, le projet pour une alternance crédible au Tchad, Alfred Thiango, éditorialiste. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui aux opérations de déminage menées sur le sol libyen. Des opérations menées précisément dans la ville de Benghazi, à l'est du pays. L'organisation de l'État islamique a laissé dans cette ville, qui a été le théâtre d'une guerre entre l'armée du général Khalifa Haftar et des groupes extrémistes, des engins explosifs improvisés. Le travail de déminage, vous allez le voir, est très risqué. Les ingénieurs risquent en effet leur vie à chaque instant pour neutraliser le danger de ces mines qui ciblent civils et forces militaires. Corinne Condé. Les démineurs militaires continuent de nettoyer les rues dévastées par les combats dans la ville libyenne de Benghazi. Rues dans lesquelles le bruit des explosions est devenu familier, car truffé d'explosifs et de pièges mortels. Les mines mises en place pendant plus de 3 ans de guerre à Benghazi font de nombreuses victimes parmi les démineurs sous-équipés et les résidents qui tentent de retourner dans les districts où des batailles prolongées ont déjà eu lieu. Nous tombons souvent sur Betty la sauteuse, composée d'une capsule conçue pour éclater en plusieurs petits fragments. Il y a aussi des grenades avec de la soie sur le bouchon. Ce sont des pièges basiques, orchestrés par une bande d'idiots. Les ingénieurs militaires qui s'efforcent de nettoyer les explosifs manquent de détecteurs de mines et travaillent à main nue avec des outils de base. Une tâche laborieuse et extrêmement dangereuse. Selon une source militaire, 50 militaires ont perdu la vie dans ces opérations de déminage et on dénombre environ 60 blessés. Au moins 49 civils ont également été tués et 38 blessés. À noter que le nombre réel serait plus élevé étant donné que tous les cas n'ont pas été pris en compte. Un des habitants de l'immeuble a appelé et a demandé si une des mines avait explosé dans l'immeuble et si une femme était décédée. Mais je lui ai dit que je n'en avais pas entendu parler. Quand je suis arrivé et que je me suis renseigné, on m'a dit que c'était Mona Al-Ebedi qui vivait au premier étage. L'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar a finalement repris le contrôle de Benghazi en décembre 2017, mais le déminage pourrait prendre des mois. Malgré les avertissements de l'armée et les indications de zones minées griffonnées sur les murs, certains résidents de longue date, impatients de reconstruire leur vie, sont rentrés chez eux, des décisions qui ont malheureusement des conséquences mortelles dans certains cas. Les mines terrestres ont en effet fait 197 morts depuis, en tout cas, 2017. Il s'agit de militaires, mais aussi de civils. Aboubacar Fofana, la tâche est toujours plus risquée pour ceux qui tentent de désamorcer ces mines. Ben, quand on voit dans le reportage les moyens rudimentaires qu'utilisent les démineurs, ils sont exposés à tous les dangers. Et vu la durée de la guerre et toutes les mines laissées sur place, cela va prendre des mois et des mois parce qu'il faut y aller très doucement, en prenant de multiples précautions pour ne pas être l'objet des effets des mines disséminées un peu partout. Je me demande d'ailleurs comment les populations font, mais bon, elles n'ont pas le choix, pour retourner dans leurs habitations, qui étaient auparavant occupées par des combattants, qui ne sont pas des enfants de cœur, qui ont laissé des engins mortels. Bon, ça, ce sont les affres de la guerre. Il est plus facile de construire un pays que de le reconstruire. Après, quand on voit les dégâts dans ce reportage, on se demande si les uns et les autres avaient pensé à toutes les conséquences de l'embrasement qui a suivi la mort de Kadhafi. Voilà. Alfred Thiango. Non, mais je dis, mais c'est terrible ce qui arrive. On sait ce qui s'est passé en Angola pendant les longues années de la guerre civile entre l'UNITA et le MPLA au pouvoir aujourd'hui en Angola. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fini justement de déminer certaines zones de l'Angola. Mais ça a fait des milliers de morts et puis de handicapés physiques en Angola. Et qu'on continue encore à utiliser des mines alors que des résolutions de la communauté internationale existent pour interdire l'utilisation de ces mines qui sont des munitions, des armes affreuses.
ça dépasse tout entendement. Et qu'ensuite, les démineurs n'aient même pas le moyen de se protéger. Quand on voit les démineurs français, américains ou autres, ils ont déjà des petits robots qui repèrent les mines. Et puis, les démineurs, ils ont des protections parce que ça peut exploser à tout moment. Et ils ont un outillage bien approprié que ceux dont disposent les démineurs libyens. Je dis qu'il y a là quand même quelque chose d'incroyable, d'inadmissible. Alors il faut que ceux qui, évidemment, on était d'accord de faire partir Kadhafi, mais il aurait fallu prévoir les conséquences, dont celle-là, mais il faut effectivement qu'on donne les moyens à ces démineurs de pouvoir, déminer, sauver, mais aussi de sauver leur vie et de sauver la vie de ces populations civiles qui n'ont rien demandé à personne justement. Et quant aux destructions, la chance de la Libye, c'est qu'ils ont encore du pétrole et que si la stabilité revient dans cet état-là, la reconstruction peut se faire dans moins de temps qu'il ne faut, mais il faut d'abord régler ce problème-là qui est la conséquence justement de toutes ces années, depuis 2011, de la déstabilisation, de la destruction de l'État libyen. Alors, en attendant peut-être le temps de sortir, en tout cas, de ce qui s'apparente à un véritable travail extrêmement risqué, l'armée a formulé un certain nombre de recommandations, notamment une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations pour qu'ils fassent attention à certaines zones. Est-ce que ça serait aussi une initiative qu'il faudrait peut-être là aussi encourager ? Oui, non seulement encourager. Vous savez, la Libye et les mines, c'est une longue histoire. Oui. La Libye, à elle seule, c'est un champ de bataille. Dans la Deuxième Guerre mondiale, toutes les batailles contre Hitler se sont passées en Libye et les Allemands ont miné partout. Après la guerre contre l'Égypte, Kadhafi a miné tout l'Est libyen. La guerre contre le Tchad, Kadhafi a miné tout le nord du Tchad. Jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours à déminer le Tchad, on n'en a pas fini. Et tous les jours, il y a des gens morts et des animaux sautent sur des mines. Le cas de la Libye, actuellement, déjà, il n'y a pas un État, parce que la Libye a deux gouvernements, des multitudes de milices, une insécurité totale, et avec ce qui se passe avec les migrants, il n'y a pas une autorité qui s'impose. Donc, la Libye est un état de guerre permanente. Donc, dans ces contextes, l'ONU doit maintenant intervenir, donc l'agence onusienne anti-mine doit intervenir maintenant pour protéger les civils qui sont victimes de ces mines qui ont été posées, il faut le dire, dans la ville de Benghazi par les terroristes de l'État islamique qui ont miné toute la ville pendant l'offensive de la communauté internationale contre ces terroristes. Donc maintenant, ils ont miné, ils sont partis. Comment faire pour que tous les belligérants en action sur ce territoire libyen puissent prendre conscience que la question des mines doit être au-delà de la question de leurs différences politiques ou régionalistes. Que cette question des mines doit être la priorité qui permettrait justement, comme Thiango l'a dit tout à l'heure, de permettre justement à l'ONU ou à des experts ou à d'autres spécialistes des mines de pouvoir venir. Parce que pourquoi aujourd'hui personne ne veut venir en Libye? Parce qu'on comprend très bien pourquoi ils ne veulent pas venir. Exact. Voilà. Donc, pour que cette question des mines puisse être réglée, déjà, il faut former les gens qui travaillent en ces moments sur le terrain avec les maigres moyens des bords, avec des pinces et des téléphones portables. La deuxième difficulté, c'est que ce n'est pas des mines conventionnelles. Exactement. C'est des mines qui sont complètement différentes. Artisanales, des mines concoctées avec des obus destinés à autre chose. Le pire, c'est que c'est des mines qui sont télécommandables. Ça veut dire qu'on peut les activer par téléphone. Donc ça veut dire que c'est encore doublement explosif. Alors peut-être aussi l'autre difficulté, c'est que les combats continuent quand même aussi sur le terrain, malgré que en juillet, mais aussi en décembre, l'ANL, donc les forces du maréchal Khalifa Haftar ont annoncé avoir libéré la ville de Benghazi, mais seulement voilà, les terroristes sont toujours là. Encore mardi, un attentat a été perpétré contre une mosquée, donc là aussi la tâche est tout à fait. Ce qu'on pourrait envisager aussi, c'est bon, les populations, on a beau les sensibiliser, mais quelqu'un qui dort à la belle étoile, il est à la recherche d'un toit. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse gager. La Libye en a les moyens.
chaque chef de clan dans son secteur, le maréchal Khalifa Haftar dans son coin, peut gager une partie des revenus pétroliers de son pays pour avoir les moyens modernes de déminage, pour que les gens ne soient pas exposés. Détrompez-vous, il y a des comment dirais-je, des militaires qui ne disent pas leur nom. Par exemple, je prends le cas de la Russie. Même au plus fort de la guerre en Syrie, il y avait des groupes russes qui étaient là, qui travaillaient, en fait, c'est des mercenaires, quoi, qui travaillaient. L'État fédéral ferme les yeux là-dessus. Vous n'êtes pas à mon compte, mais ça existe. Sous-traiter le déminage? Oui, oui. Non, mais la question, c'est très difficile de sous-traiter étant donné que maintenant, il n'y a pas une autorité. Parce qu'au moins, en Syrie, on sait qu'il y a un dictateur et qu'il y a des opposants. Au moins, il y a 2 camps. Mais en Libye, c'est l'imbroglio, il y a une multiplicité tellement que... Maintenant, est-ce qu'il faut... La question, c'est à qui il faut transférer la gestion de ces problématiques-là. Est-ce que c'est l'ONU qui doit en prendre la charge et négocier avec chaque entité que ça serait plutôt de garantir la sécurité des spécialistes de l'ONU qui débarqueront pour traiter et répartir, que de faire venir à des gens qu'on sous-traite. Alors, les gens qu'on sous-traite, qui dit qu'ils ne vont pas aussi en mettre d'autres? Pensez-vous un seul instant que les chefs de guerre actuels en Libye, chacun dans son secteur, n'ont pas la maîtrise, la même mise sur les ressources découlantes. Non, les ressources, oui, mais c'est un autre problème, comme disait Zaraou, c'est que le vrai problème, c'est qu'il y a cette volatilité de ces milices qui ne disparaissent pas, mais qui sont quelque part, qui peuvent ressurgir et puis frapper et puis repartir, comme les attentats qui ont eu lieu. Et miner en repartant. Et repartir. Donc ça rend la tâche extrêmement complexe, extrêmement compliquée, justement. Mais celui qui a vraiment la maîtrise, qui aurait la maîtrise, c'est les Nations Unies, parce que au moins les combattants les respectent. C'est-à-dire que quand on enverrait les spécialistes des Nations Unies, ils ne les attaqueront pas. Que si vous envoyez des mercenaires, le mercenaire, lui, il sait pourquoi il est là. La solution idéale, c'est qu'en fait, il y a une tradition africaine, et c'est aussi qui tient toujours la route, c'est les chefs de tribus. Voilà, maintenant, en Libye, c'est que c'est des gens qui ont énormément d'influence et de pouvoir. Donc l'ONU peut aussi intégrer dans cette lutte contre le mine les chefs de tribus qui leur diront que c'est votre région, c'est votre population qui est en train de mourir, c'est vos animaux qui sont en train de sauter sur des mines, donc impliquez-vous. Nous vous aiderons à trouver une solution. Donc, l'implication des chefs de tribus, même maintenant, la résolution de la crise libyenne, l'ONU et l'Union européenne sont en train d'impliquer les chefs de tribus. Tout à fait, oui. Ils les ont invités en Italie, ils les ont impliqués dans beaucoup de dialogues, que ce soit à Ouaga ou au Niger. Donc, passons aussi pour ces cas vraiment spécifiques, quand même. Qu'on le veuille ou pas, c'est humanitaire. Absolument. C'est humanitaire. Tout à fait. Donc l'humanitaire ne doit pas aller dans des critères politiques ou militaro-politiciens, mais aussi respecter les méthodes et les processus humanitaires, comme on fait la Croix-Rouge. La Croix-Rouge intervient en pleine guerre. En pleine guerre, l'humanitaire intervient. Et pourquoi ce n'est pas possible pour les mines? Moi, je crois qu'il faut juste adapter la doctrine humanitaire à ces problématiques des mines et impliquer les chefs traditionnels. Et ça serait peut-être une des solutions qui assureront une stabilité de la sécurité de ceux qui viendront avec le casque de l'ONU pour pouvoir trouver la solution. Alors, Benghazi, je l'ai dit tout à l'heure, a été donc le berceau de l'insurrection de 2011, celle qui a conduit au renversement de l'ancien président Mouammar Kadhafi. Benghazi, aujourd'hui, c'est quoi? Benghazi aujourd'hui, c'est ce que l'on voit là, un maréchal qui essaie de contrôler tant bien que mal justement la région, de stabiliser, qui parvient moyennement, mais qui a intérêt, comme on est en train de l'inciter, à s'entendre avec le gouvernement qui est à Tripoli pour essayer de réunifier le pays et puis préparer les phases suivantes. Mais à lui tout seul, il n'arrivera pas à bout de ces terroristes. Et il ne rétablira pas la sécurité et on aura tout le temps justement ces genres de malheurs, de drames qui arrivent, les explosions des mines ou les attentats. Donc il faut effectivement que tous les Libyens prennent conscience quand même. Bon, les Africains tout autour, ils font ce qu'ils peuvent pour qu'ils reviennent autour de la table, la communauté internationale, pour dire, ben voilà, bon, on a assez laissé faire comme ça,
on est responsable en partie de ce qui est arrivé et il faut que tout le monde effectivement se retrouve autour de ça. Haftar a intérêt justement à assouplir un peu justement son attitude vis-à-vis du gouvernement de Tripoli. Hein. Mais le problème, c'est qu'il prend cette posture, c'est aussi à cause de certaines multinationales ou certains gouvernements pour des intérêts géostratégiques. On est tout à fait d'accord là-dessus. Oui. Pétrolières, font qu'ils essayent de chacun influence ou pousse ses pions. C'est ça exactement. Si on avait laissé le peuple libyen, d'ailleurs, cette révolution, soi-disant, qui a été faite, a été soutenue et même menée par... les Libyens, non? Non. Oui, par l'OTAN. Donc, du coup, maintenant, on est arrivé à une situation où on devrait laisser le peuple libyen décider lui-même de ce qu'il doit faire. Et de ne pas les enclaver et les diviser. Par exemple, maintenant, on voit bien le fils de Gaddafi qui a été arrêté, traduit maintenant, on parle même du futur président de la Libye, parce que on revient sur l'aspect ethnique que j'ai dit, les tribus qui sont très très fortes. Donc du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que maintenant, il faut redonner de la place aux Libyens. Mais là, de repenser et de ne pas être toujours les dindons de la stratégie internationale. C'est ça le problème. Vous mettez le doigt sur le problème fondamental de la Libye, c'est la résurgence des tribus et des chefs de tribus. Ça peut être un avantage. Et ça a été... Pourquoi on doit toujours regarder... Benghazi a toujours été une ville rebelle. Même mais pourquoi on dit toujours que quand on dit les problèmes ethniques et tribus, on voit de façon négative. L'Afrique a été toujours tribu. C'est notre essence, c'est notre façon de fonctionner. On ne peut pas dire quand on dit tribu, on dit c'est notre problème. Moi, je serais pour un fédéralisme. Oui, mais pourquoi? Il tiendrait compte des spécificités tribales des uns et des autres. Mais c'est une richesse. La gestion d'un État moderne à des factions tribales. Mais les factions, c'est ça le problème. Là où nous sommes aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas dire que toujours l'aspect tribal africain est mauvais. Non, on doit l'améliorer et l'adapter à la modernité pour en faire une force. Les résultats sont là sur le terrain, on le constate. Je ne suis pas contre la tribu, mais je dis que quand on voit la gestion qui en est faite... Si toutes les régions rebelles d'Afrique peuvent réussir à faire ça. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce débat. Aboubacar Fofana, économiste, merci d'avoir accepté notre invitation. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, merci beaucoup. Vous êtes coordinateur du Pacte Le Projet pour une alternance crédible au Tchad. Alfred Chango, merci également pour votre éclairage. Très heureux d'avoir été avec vous autour de ce plateau. Mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.